Ni vin, ni bière, on pourrait ajouter, ni cidre non plus, mais dans tous les cas, boisson fermentée, et l'on pourrait même préciser boisson fermentée traditionnelle obtenue par un processus non industriel, une fermentation artisanale et même naturelle, puisque les ingrédients utilisés étaient et restent pour les boissons fermentées traditionnelles encore produites, tous des produits naturels, que ce soit pour le corps de la boisson, son aromatisation ou sa fermentation. Une boisson fermentée, que l'on la nomme en français vin ou bière, est une boisson légèrement alcoolisée obtenue à l'aide d'enzymes provenant le plus souvent de céréales maltées ou de racines de champignons, voire de salive, à partir de la fermentation des sucres simples, le plus fréquemment des céréales, mais aussi des graminées ou des tubercules, voire des fruits. En France, en Europe, sinon en Occident, la bière telle que définie légalement est aujourd'hui censée contenir un minima de l'orge maltais, de l'eau, du houblon et de la levure, mais ce ne fut pas toujours le cas autrefois. Au temps et au royaume de Charlemagne, ce que l'on nommait dans le royaume le gruit jouait le rôle du houblon et la levure n'existait pas en tant que telle. L'on brassait aussi bien avec du seigle, du froment, qu'avec d'autres céréales. S'il est difficile de savoir ce que pouvait contenir ce mélange dit gruit, qui prit selon le lieu et l'époque bien des formes, les historiens s'accordent pour évoquer sa composition telle qu'imposée par la réglementation des privilèges liés au brassage en pays germaniques en tout cas, myrte des marais, Myrica gall, Achillea millefeuille, Achillea millefolium, Lédon des marais ou Lédum palustre, Rhododendron tometensum, Sermontin, Lacerpitium scillaire, résine de pin, etc. Nul ne sait ce que pouvaient contenir les équivalents du gruit ailleurs en Europe. À ces plantes, les brasseurs pouvaient ajouter des ingrédients comme gingembre, anis, cannelle, cerise, romarin, miel, fruits ou épices, souvent venus d'Extrême-Orient dans un passé plus ou moins proche, pour aromatiser le breuvage. C'est dans ce lointain passé de la bière européenne, variée dans sa production car reflet de la mosaïque ethno-linguistique et agricole de ces temps révolus, que l'on se rapproche de la diversité des boissons fermentées des sociétés tropicales actuelles ou subactuelles, productrices de bière ou vin de palme, riz, millet, etc. La levure industrielle n'étant pas encore disponible, les bières villageoises exotiques étaient jusqu'à récemment remplacées par les équivalents locaux du gruit, ferment obtenu de combinaisons complexes d'ingrédients spécifiques disponibles sur place, sans qu'il n'y ait encore de standardisation mondiale. Nous illustrerons ce point pour l'Asie du Sud-Est. Pourtant, du fait des habitudes prises, et parce que la mémoire orale collective ne remonte guère au-delà de 3 générations, les populations françaises et européennes actuelles associent de plus en plus le mot bière, ou le mot vin selon le contexte, à la définition légale récente et évoquée plus haut, oubliant la diversité poétique et expressive de leur propre passé concernant les boissons fermentées qui étaient la marque du complexe puzzle ethno-linguistique existant avant l'unification royale puis républicaine, les deux pouvoirs étant obnubilés par la création d'un sentiment d'appartenance commune, comme sujet du roi ou comme citoyen, et recherchant à tout prix une centralisation régalienne assurant leur pouvoir central et l'émergence d'une identité nationale propre à ce qui est devenu la France, par exemple. La diversité relève toujours de l'ethnique ou du féodal opposé au régalien et la normalisation est toujours d'ordre politique. Autrement dit, la variété des appellations et produits reflète la dispersion politique. Y remédier, c'est unir, assurer un pouvoir centralisé. Ce fut la même chose pour les unités métrologiques anthropométriques antérieures à la création du système métrique devenu international. Dans le cas des unités de mesure, la standardisation
renforce activement le pouvoir central. Les boissons fermentées ne sont, elles, au plus que les témoins d'un passé lointain, sans servir forcément le pouvoir, sinon à considérer les taxes éventuelles, sur le plan économique, point secondaire, et en faisant exception de la parenthèse ancienne et éphémère du droit de brasser, établi comme privilège royal par Charlemagne, plus tard transféré aux monastères et aux villes, puis aux individus. Première difficulté liée à la description et à la définition. On confond généralement les boissons traditionnelles disparues ou surnageant encore, observant en synchronie absolue, en tenant peu compte de la chronologie, par exemple en nommant également bière, une boisson fermentée préhistorique ou ethnique à base de fruits de riz ou de sève de palme, et d'autre part les boissons industrielles modernes, le plus souvent à base d'orge maltée. Selon le point de vue retenu, chacun pouvant prévaloir sur l'autre ou coexister sans code commun, on peut définir la boisson fermentée selon plusieurs types, sans exclusive ici, ce sont juste quelques exemples. L'élément végétal, maïs, riz, orge, raisin, fruits, ou animal, on pense au miel par exemple, l'élément donc végétal ou animal de base, on parle ainsi plus volontiers de vin pour une boisson à base de raisin et de bière pour une autre à base d'orge, et l'on utilise l'un ou l'autre terme pour désigner toute autre boisson fermentée à base différente. On peut définir la boisson fermentée aussi par le titrage d'alcool, soit le pourcentage d'éthanol présent dans le volume total de la boisson, ou bien par la manière dont la boisson est préparée et son contexte, par exemple uniquement par maltage, ou bien avec ou sans cuisson préalable de la base, comme c'est le cas avec le riz, ou bien à partir de la quantité produite, ou bien de l'occasion de cette production, qu'elle soit rituelle, cérémonielle, ostentatoire, ludique, exceptionnelle ou ordinaire. Une liste réaliste devrait sans doute être plus complexe. Deuxième difficulté, la confusion entre les noms particuliers et les termes génériques. En France, aujourd'hui, le vin, le cidre, la bière sont définis légalement et précisément. D'abord, que sont dans notre langue la bière, le vin et le cidre, trois types connus de boissons fermentées présentes en Europe occidentale, en France, depuis relativement assez longtemps pour être dites traditionnelles. La spécification technique numéro G899 relative aux bières, élaborée par le groupe permanent d'études des marchés des denrées alimentaires et adoptée par la section technique de la Commission centrale des marchés le 8 février 1999 par le décret numéro 92-307 portant application de l'article L412-1 du Code de la consommation en ce qui concerne les bières, définit les critères pour pouvoir appeler une boisson bière. Selon ce décret, c'est une boisson obtenue par la fermentation alcoolique d'un moût préparé à partir d'une certaine proportion de malt de céréales. Les ingrédients de la bière tels que définis par le décret sont du malt de céréales, des matières premières issues de céréales, éventuellement des sucres alimentaires, du houblon ou des substances conférant de l'amertume provenant du houblon et enfin de l'eau potable. Le brasseur peut utiliser aussi d'autres ingrédients tels que des herbes aromatiques, épices, mélanges de plantes, fleurs, graines, racines ou zestes d'agrumes. En outre, des levures sont en général utilisées au cours de la fermentation, le plus souvent des levures industrielles. Si l'on remplace la céréale maltée par le raisin ou les fruits comme pommes, poires ou pêches, on dispose de définitions réglementaires très proches pour le vin et le cidre. Alors le cidre, d'après le même décret, il est défini comme une boisson alcoolisée titrant généralement entre 2% et 10% de volume d'alcool qui est obtenue à partir de la fermentation du jus de pomme ou de poire pour le poiré. Traditionnellement, le cidre est produit sans ajout de levure. La fermentation du moût s'effectue par la flore lévurienne naturellement présente sur les fruits. On distingue
le cidre de table et le cidre bouché de qualité supérieure. Au début du XXIe siècle, il reste une boisson traditionnelle plutôt saisonnière et régionale, typique de l'ouest de la France. En Normandie, si la culture du pommier à cidre a sans doute pris son essor à la fin du XIe siècle, la culture des pommes y est attestée plus tôt que le cidre, dès le Xe. La pomme serait venue en Occident depuis l'Asie centrale, enfin le Kazakhstan, où elle était exploitée depuis plusieurs millénaires via les antiques routes de la soie, atteignant le monde arabo-perse, les Grecs et les Romains. Pour le vin, d'après le règlement CE du numéro 822-87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole en Europe, le vin est le produit obtenu exclusivement par la fermentation alcoolique totale ou partielle de raisins frais, foulés ou non, ou de mou de raisin. Les boissons alcoolisées aromatisées à base de raisin ne pouvant pas comporter cette appellation. Son titre alcoolique ne peut être inférieur à 8,5% en volume. La grande variété de vins existantes au monde s'explique par les différences de terroir, cépage, mode de vinification ou de type d'élevage, ce qui peut donner des vins rouges, rosés ou blancs, et des vins avec un taux de sucre résiduel variable, sec ou doux, ou avec une effervescence variable, ce qu'on appelle les vins tranquilles ou effervescents, ce dernier par exemple le champagne. En réalité, traditionnellement, le vin c'est d'abord comme la bière, une boisson fermentée, une sorte de bière dont la base ne serait pas une céréale mais du raisin, et inversement. On comprend bien que du fait de ces définitions légales récentes à valeur et usage économique évident, les termes bière, vin, cidre ne peuvent recouvrir au sens strict tous les types de vins, bière, cidre existants ou ayant existé préalablement à ces définitions étroites et plus largement toute boisson fermentée de même type. Il y a le risque que lecteurs et auditeurs visualisent d'abord le type de boisson défini par les gouvernements ou les experts, induisant un phénomène d'ethnocentrisme et une confusion génératrice d'approximation. Malgré cela, dans l'usage courant, y compris en archéologie et en ethnologie, on utilise systématiquement les mots bière ou vin comme terme générique pour désigner toute boisson fermentée existant ou ayant existé dans le monde. Cela se fait quotidiennement, dans ce colloque en particulier, pour des raisons exposées de lisibilité, de simplicité, mais il faudrait alors systématiquement le faire en précisant le terme retenu par un ou plusieurs adjectifs ou groupes nominaux. Il serait en réalité préférable de créer de nouveaux termes pour obtenir un lexique original de portée mondiale, éventuellement en empruntant des mots locaux ou anciens, et en réservant les mots bière et vin aux boissons définies légalement depuis peu, tel que c'est le cas en France ou en Europe. Cela aurait le mérite d'éviter toute confusion. Troisième difficulté typologique et lexicale. Pour désigner un type de boisson fermentée, dans l'appellation populaire, la littérature générale et la littérature scientifique qui en découle, un terme est retenu pour des raisons contextuelles, le plus souvent politiques. Création de l'État avec ses règlements et taxes, conquête, colonisation, influence culturelle, mondialisation ou anglo-saxonisation du monde, etc. Ce terme prédomine sur tous les autres, qu'il s'agisse du patois normand, de l'alsacien, du français de Paris, du français du Burkina, ou de la langue Mossi ou d'Angara du même pays, de la langue Tiaoma du Vietnam, du vietnamien ou du Thaï, etc. Le processus est encore compliqué pour les langues des pays anciennement colonisés, fonction des habitudes et praxis des colonisateurs qui ont influencé les populations et dans bien des cas aussi imposé leurs propres goûts alimentaires et culturels selon le degré de soumission aux vainqueurs du moment ou de la subjugation des dominés envers leurs maîtres, engendrant la reproduction et l'usage chez eux des artefacts, des valeurs extérieures mais dominants. En outre, dans l'histoire, particulièrement dans l'histoire coloniale,
à compter de la fin du XIXe siècle, les populations soumises ou influencées ont eu tendance à nommer ou renommer, poussées en cela par la langue coloniale devenue officielle, selon les vues exogènes du dominant et ses manières, singeant celle-ci par appréhension ou admiration, souvent inconsciemment. Prenons 2 exemples en Afrique de l'Ouest francophone. D'abord, le mot dot qui désigne en français un fait très minoritaire, celui d'élites riches qui, par ostentation, offrent part de leurs biens à tout prétendant recevable qui voudrait épouser leur fille, en totale opposition aux pratiques courantes majoritaires en Afrique de l'Ouest et même aussi en Asie du Sud-Est, qui consistent en prestations matrimoniales ou ce qu'on appelle le prix de la fiancée, dans lesquelles la future épousée est valorisée. Alors, sur ce sujet, il faudrait voir Alain Testard Avant l'histoire, qui est paru en 2012, par exemple. L'emploi du mot dot, comme c'est encore le cas dans l'usage populaire et la littérature scientifique en Afrique de l'Ouest, est une aberration, car il désigne exactement l'inverse de ce qu'il nomme. C'est un héritage colonial, puisque le colonisateur, à son arrivée en Afrique, désigna ce qu'il ne connaissait pas chez lui par des termes qui lui semblaient s'en rapprocher le plus, quitte à ce que localement on lui reconnaisse une définition particulière par rapport au sens lexical d'origine. Autre exemple, toujours en Afrique de l'Ouest, celui de la boisson fermentée issue du mil ou du sorgho nommée dolo au Burkina ou au Mali, chapalo en Côte d'Ivoire et au Bénin. On peut également mentionner la boisson fermentée issue de la sève de palmier à sucre ou rognier Borassus à Ethiopium, nommé Bounouk en Diola ou Sung en Wolof du Sénégal, Bangui en Mossi du Burkina et Touguiye en Soussou de Guinée. Dans tous les cas, les acteurs de la colonisation, scientifiques, administrateurs, colons et soldats, désignèrent cette boisson locale comme vin de palme. Terme encore en usage chez les scientifiques spécialistes de ou issus de l'Afrique par voie d'usage évidemment, et du fait que les premiers observateurs utilisèrent les termes qui leur étaient familiers, ici le vin, pour désigner une boisson alcoolisée étrangère issue d'une fermentation. Le vin était en effet une boisson plus populaire que la bière et très majoritaire dans les pays latins du sud de l'Europe à cette époque. Sous d'autres tropiques, des colonisateurs venus d'Allemagne, du Royaume-Uni, de Belgique, des Pays-Bas ou de Scandinavie, colonisateurs et aussi humanitaires, politiques, diplomates, hommes d'affaires, etc., choisirent de nommer dans leur langue et pour leur secteur colonial le même type de boisson fermentée locale, bière et non vin, pour les mêmes raisons en fait. On aurait pu désigner le dolo ou le bounouk d'Afrique de l'Ouest comme des cidres locaux, mais cela ne s'est pas fait ou n'a pas pris. Pourquoi? Certainement car le cidre était et demeure une boisson paysanne en France, c'est-à-dire rurale, sans prestige, au contraire du vin, boisson des élites et de la cour royale, ou de la bière, boisson populaire surclassant les autres en régions nordiques, anglo-saxonnes et germaniques. Mais surtout, en France, le cidre est limité à la partie ouest, Pays Basque, Anjou, Bretagne, Normandie, alors que de nombreux colons et administrateurs coloniaux provenaient du sud de la France où l'on cultive et consomme d'abord du vin. Cependant, renommer quelque chose dans la langue du vainqueur n'est pas forcément coercitif ou méprisant. Cela peut relever aussi de la fierté et de la belle découverte de l'autre. À cet égard, pensons à la fierté française d'évoquer les richesses culturelles de ces colonies lors de l'exposition coloniale internationale de 1931 à Paris. Ainsi, nommer bière ou vin une boisson fermentée africaine ou indo-chinoise inconnue des Français, c'est un moyen de la faire connaître d'eux en empruntant un terme imagé dont l'objet qu'il recouvre ressemble à ce qui est connu en France. Le mot
Mosi ou Malinké Dolo, le mot Tiaoma du Vietnam Renum, le mot malais Toi, le mot singalais Todi resterait hermétiques aux Français, au contraire de leur interprétation parlante en français, bière de millet et bière de riz pour les deux premiers, vin de palme et vin de cocotier pour les deux derniers. Cet usage d'un terme spécifique, devenu générique, dominant tout autre, vient de ce que la langue, le dialecte ou le patois joue localement le rôle de code commun général nécessaire à la délivrance du message. Selon le linguiste Roman Jacobson, dans les Fondations du langage, premier tome des essais de linguistique générale publié en 1963 aux éditions de Minuit, en linguistique, le facteur code, c'est-à-dire le lexique, la langue, correspond à la fonction métalinguistique, l'une des principales parmi les 6 fonctions linguistiques répondant aux 6 facteurs nécessaires pour qu'il y ait communication. Propos de boissons fermentées d'Asie du Sud-Est et d'Extrême-Orient, parlant d'abord des bières industrielles à valeur nationale et identitaire, aujourd'hui. Que cela concerne le Burkina Faso avec la bière Brakina, la Chine avec la Tsingtao, le Cambodge avec l'Angkor Beer, les Philippines avec la San Miguel, l'Indonésie avec la Bintang, le Vietnam avec la Saigon, Singapour avec la Angkor Beer, la Thaïlande avec la Singa Beer, et pratiquement partout dans le monde aujourd'hui, les citoyens de ces pays et les Occidentaux qui évoquent ces bières industrielles en parlent comme de bières nationales, quasi traditionnelles donc, et en tout cas à valeur identitaire. En réalité, désolé de faire tomber le mythe, il ne s'agit en aucun cas de bières traditionnelles ou nationales à l'origine. Nationales, elles le sont devenues effectivement, mais sur un vrai malentendu, en reproduisant ou en héritant des habitudes, techniques et goûts occidentaux imposés par les colonisateurs, parfois dès la fin du XIXe siècle, le plus souvent après la Première Guerre mondiale, dans les années 20 ou 30, juste avant le déclin des empires coloniaux, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Car toutes ces bières, soi-disant nationales, sans aucune exception, ont été créées par des Occidentaux installés en Asie ou ailleurs dans les pays colonisés, ou influencés par les Occidentaux, par des locaux des bourgeois qui ont suivi, qui ont copié les Occidentaux dans leur goût et dans leur technique. Ainsi, la San Miguel Philippines fut créée à Manille en 1890 par un noble catalan, Enrique Barreto de Icaza, soutenu par l'Église catholique missionnaire. Au Burkina Faso, ancienne Haute-Volta, la bière nationale a été créée en 1960 seulement par des brasseurs français sous le nom de Volta pour les brasseries de Haute-Volta, renommée Brakina pour les brasseries du Burkina en 1983 après la Révolution. Ces brasseries sont toujours actuellement la propriété du groupe français Castel. En Indonésie, ancienne colonie des Indes néerlandaises, l'influence hollandaise subsiste. Heineken possède Multi-Bintang, première brasserie du pays, créée par un colon hollandais en 1929 à Surabaya, à la pointe est de l'île de Java. Au Laos et au Vietnam, les premières bières manufacturées, la bière Larue ou Laos et la 33 Export à Saigon, ont été créées par des Français. La 33 Export le fut par la brasserie Cholon. Destinée à l'exportation, son nom vient de son conditionnement en bouteille de 33 centilitres. La brasserie Cholon a été fondée en 1894 par Victor Larue, sergent-chef de l'armée française démobilisée, et par Homel, petit brasseur local à Cholon, le quartier chinois de Saigon, qui se dit Cholon, le grand marché en vietnamien, qui est la ville chinoise. Elle devint les brasseries et glacières d'Indochine qui furent rachetées après la mort de Larue et Homel par la maison Denis Frères, installée à Saigon depuis 1862.
La production de la 33 Export cessa en 1975 quand les communistes occupèrent Saïgon, unifiant le pays. Elle fut remplacée récemment par la 333, toujours produite, etc. En Asie du Sud-Est, pour parler de cette ère, les boissons fermentées villageoises étaient à base différente de l'orge maltais, du raisin ou de la pomme. Traditionnellement, elles étaient préparées à partir de la sève de cocotier, de la sève de palmier à sucre, de riz blanc ou gluant, parfois mêlées et plus récemment de manioc et maïs, apportés d'Amérique latine en Asie par les Européens à partir du XVIIe siècle. Aux Philippines, on trouvait la bière de jus de canne à sucre, nommée Bassi en tagal, ou la bière de gingembre nommée Salabat, ou encore le Tuba et le Lambanok à base de sève de cocotier. Selon Jacques Dourne, 1950, les Sré des hauts plateaux du Vietnam, parmi la soixantaine des groupes ethniques minoritaires nommés génériquement proto-indo-chinois et considérés comme les autochtones du Vietnam, du Laos et du Cambodge, expliquent que le procédé de fabrication de la bière de riz a une origine légendaire et un but religieux. C'est le porc épic à l'estomac exquis, d'après les Sré, qui enseigna cette technique supérieure. Le porc épic enseigna encore combien on doit confectionner de ces boulettes selon la taille de la jarre que l'on veut préparer. Il donna la dose de son, de riz cuit et de plantes à but aromatique ou de fermentation qui devait être mêlé au petit gâteau de farine. Il apprit à mettre de la braise au fond de la jarre et une couche de son tout au-dessus avant de boucher hermétiquement. Puis le porc épic se retira l'estomac, le pila et le mêla à la farine, disant: faites ainsi toujours, la bière de riz ne sera vraiment bonne qu'avec un estomac de porc épic. D'après Jean Boulbé, chez les Chaoma, autres proto-indo-chinois du Vietnam, une jarre concrétise l'accueil dit boire le rnum, la bière de riz dans sa jarre qui n'attend que l'occasion. C'est que, lors du déluge de la Genèse, les Tiao-To, les mâts de l'Ouest, ont laissé leurs ferments cani trempés dans l'eau et les ont affadis alors que les mâts d'aval ont pris soin de bien les protéger. Au retrait des eaux de l'océan, les choses sont restées figées et classificatrices de chacun des groupes. Dans les sociétés majoritaires ailleurs, en Asie du Sud-Est, à Java, Sumatra, en Malaisie, au Cambodge, chez les Thaïs, les Birmans, les Philippins et les Laos, les boissons fermentées existent depuis longtemps. Ainsi témoigne le voyageur chinois Chiao Taquan, qui a séjourné au Cambodge d'Angkor au XIIIe siècle, entre 1296 et 1297. Je cite: ces gens ont 4 classes de vin. La première est appelée par les Chinois vin de miel. La classe qui vient ensuite est appelée par les indigènes Pong Yasu. On l'obtient avec des feuilles d'arbre. Encore au-dessous est le vin de riz cru ou de reste de riz cuit qu'on appelle Paolankio. En dernier lieu vient le vin de sucre. En outre, quand on pénètre dans l'estuaire, on a encore le long de la rivière du vin de sucre de Kiao, vin de Kajang. Il s'agit du palmier Pandanus. Il y a en effet une espèce de feuille de Kiao qui pousse au bord de la rivière et son sucre peut donner du vin par fermentation. Les paysans khmers actuels fabriquent toujours de la bière. Le géographe Jean Delvert note que le vin de palme est le seul alcool typiquement khmer, produit à partir de jus de palmier à sucre, boras ou rognier, c'est-à-dire Borassus flabellifera. Au Cambodge, les Khmers actuels transforment le jus de palme en bière Tnoktu, c'est-à-dire boisson issue de palme acide.
Dans les hautes terres fermentées, quoi. Dans les hautes terres d'Asie du Sud-Est continentale ou insulaire, couvertes de forêts comme à Bornéo, on ne trouve pas de borassus, mais des palmiers à sucre dits de montagne, Arenga saccharifera, avec le jus duquel on obtient aussi sucre et boissons fermentées. Le borassus, c'est au stipe, c'est au tronc, avec une espèce de boule de feuilles, grandes feuilles comme des mains. C'est très caractéristique, alors que les Arenga saccharifera sont des palmiers à feuilles longues qui n'ont presque pas de tronc. Enfin, c'est un tronc un stipe très court. Bon. Les habitants des États Shan en Birmanie fabriquent du vin à partir de raisins ou de pêches fermentées comme les Chinois. La majorité des Birmans fabriquent la bière avec du jus de rognier borassus, de même au Cambodge et en Thaïlande. Georges Condominas, dans Nous avons mangé la forêt de la Pierre Génigaud, sa chronique fameuse publiée en 1957, page 27, précise à propos des propos indo-chinois Mnong, voisins des Djarai et des Tiaoma, je cite, « Il nous arrive parfois d'utiliser le mot alcool à propos de son contenu, mais leur nom n'est en fait qu'une bière de riz. Certes, alcoolisé aux alentours de 5 degrés à 6 degrés, ce breuvage est très rarement plus fort, et dans ce cas aux alentours de 10 degrés. Sa saveur et sa force, évoquaient de loin pour Albert Maurice, autre ethnologue des Mnong, dans les années 30, celle d'un vin de Porto. Chez les Mnongars, on ne débouche de jarre qu'en l'honneur des génies ou d'un visiteur étranger. On ne sait pas boire en Suisse, et provoquer sans mobile religieux une beuverie style surprise party est inconcevable. Pour Jeanne Cuisinier, la grande ethnologue française, chez les Muong de proto-indo-chinois du nord du Vietnam, dans sa monographie de 1948, page 201, le vrai breuvage qu'il faut offrir aux autres et qu'il faut accepter, c'est l'alcool de jarre. On donne à cette boisson le nom d'alcool, jarre, bien qu'elle ne soit pas distillée dans un alambic comme l'alcool de riz ou de maïs, elle est obtenue par fermentation et arrive à titrer 15 à 18 degrés quand elle est réussie. Les Thaïs ou Siamois, de même que les Lao et les Shan ou Thaïs de Birmanie, produisaient jadis et produisent encore de la bière de riz gluant, nommée Lao Sato, en Thaï, fermentée aujourd'hui à l'aide d'une levure industrielle. Ils produisent aussi de l'alcool de riz distillé nommé Lao Krao, alcool blanc, lors des festivités villageoises. Ils fabriquent également des friandises fermentées, Khao Mak en Thaï, riz noix d'arec, c'est-à-dire des portions de riz gluant additionnées d'un agent de fermentation et conservées dans un morceau de feuille de bananier qui n'ajoute aucun goût. À propos de ferments traditionnels, pour obtenir par fermentation une boisson alcoolisée, il faut un ferment. De nos jours, les ferments sont obtenus à partir de levures industrielles aisées à se procurer en boutique. Autrefois, les ferments relevaient d'alchimie complexe, différente selon lieu, société et végétaux, ou moisissures disponibles localement. Un peu comme j'ai dit auparavant à propos du gruit dans le royaume de Charlemagne et dans toute l'Europe ancienne. Chez les Muong, déjà évoqués, les proto-indo-chinois du nord du Vietnam, d'après Jeanne Cuisinier, ont réduit en poudre une poignée de feuilles de cannelier et une poignée de feuilles de pêcher. On y mêle 5 bols de riz finement pilés. On étale la poudre dans une marmite et on verse de l'eau en remuant jusqu'à obtenir un mélange un peu visqueux et semi-consistant. On pétrit ensuite cette pâte et on la divise en morceaux gros comme le pouce qu'on range sur un vent recouvert de balles ou l'enveloppe des grains de riz. Pour empêcher les morceaux de s'agglutiner,
On recouvre le tout de feuilles de lotus si la fermentation est prévue sur 5 jours, ou de feuilles de bananier si elle doit être plus rapide. Enfin, on laisse sécher à l'air, soit au soleil, soit au-dessus du feu, pendant quelques heures. Ailleurs, dans le pays Muang, les villageois emploient des feuilles de goyavier, des feuilles de langwan, Pterocarya tonkinensis. Les feuilles de cannelier sont utilisées dans le sol Thanh Hoa, province du nord du Vietnam, au sud du delta du fleuve Rouge, dans le golfe du Tonkin. Parfois, les Muang préparent le ferment avec le manioc et le piment séché. Dans certains villages, les femmes estiment nécessaire d'ajouter au ferment quelques pincées de suie pour bien le réussir. Chez les Brao, proto-indo-chinois de la province de Ratanakiri au Cambodge, outre le riz, Oryza sativa, la canne à sucre, Saccharum officinarum, et les rhizomes de zingibéracées cultivés comme Jraobo, non identifiés pour l'instant, parmi les ingrédients couramment utilisés, on trouve des racines de plantes sauvages. Pour les Tiao Ma du Vietnam, la bière Renom est faite de riz fermenté mêlé à des plantes dont quelques-unes très ordinaires, comme certaines rubiacées proches du caféier, et les feuilles de caféier sont d'ailleurs entrées dans certaines recettes. D'autres, moins communes ou gardées secrètes, là où on soigne ses crus. Le plus courant des accompagnements végétaux est du cani, c'est-à-dire du ferment, est le morinda, une rubiacée, petit arbre assez commun d'Asie du Sud-Est tropicale, possédant bien des variétés. Chez les Mnongar du Vietnam, le mou côte à base de farine de riz et de son est mis à fermenter pendant quelques jours ou au maximum un peu plus d'un mois dans la jarre yang, hermétiquement close. Celle-ci est débouchée quelques instants avant d'être offerte. D'après Corneille Geste, les Tamang du Népal utilisent pour fermenter leur bière de maïs des tiges et feuilles de Inula kappa, de Tetrastigma cerulatum et de Ainslia latifolia. Parfois, ils ajoutent de la patate douce, voire certaines lianes non identifiées. Les Newars du Népal emploient, eux, comme ferment pour leur bière de riz ordinaire, Jakitro, une levure manapu composée de différentes plantes sauvages qui est fabriquée par une unique caste, les Tola ou Rajtala, dont c'est l'apanage. Pour les deux autres types de bière de riz, la bière de paddy noir, de riz noir, ou Katutong, et la bière rouge ou Yamudhong, ils ont recours à des ferments différents, préparés par tout un chacun. Le ferment de la première, mana ou kimana, est fait de grains de riz cuits à la vapeur, maltés et pré-germés. Chez les Puyuma de Taïwan, autochtones de langue austronésienne, d'après Josiane Coquelin, leur ethnographe, si de nos jours la bière de riz, toujours fabriquée et fermentée à l'aide de levures achetées sur les marchés, elle était il y a encore quelques années un produit local. Ainsi, un écrivain chinois, Lim Tianquang, témoigne qu'en 1687, les Puyuma raffolaient d'une boisson dont la fermentation était obtenue en mâchant le riz et en le recrachant dans des tubes de bambou. Plus récemment, et avant d'acheter la levure du marché, les femmes Puyuma, après avoir nettoyé le récipient contenant le futur mélange avec la plante Vitex negundo aux vertus aseptisantes, le remplissaient de riz gluant décortiqué et ajoutaient une noix de levure, recouvraient le tout d'un tissu et laissaient reposer 8 heures dans une pièce tempérée environ à 20 degrés. La levure était produite à partir d'une réduction d'eau de cuisson de haricots Abrus pecatorius ou candarine en anglo-indien, nommé en français Abrus à chapelet ou pois rouge. C'est une espèce
d'arbustes grimpants de la famille des fabacées à graines rouges et noires, hautement toxiques. En Extrême-Orient, la diffusion très large de ces graines qui servent d'unité de mesure minuscule s'est faite par le biais des joailliers, des orfèvres et du commerce de l'opium. À cette eau étaient ajoutées des chrysanthèmes et 2 ou 3 feuilles de jacquier, arbre lactescent. Elle mêlait ensuite ce breuvage à du riz battu et laissait sécher le tout. Chez les Birmans, la fermentation menant à la production de bière de riz, corn ou de palme, voire de canne à sucre, est une phase préliminaire à la distillation. À Miedo, le jus de palme destiné à une distillation est mis à fermenter avec un mélange de feuilles de Strelbus asper et d'écorce de Mimosa leucofloa. À Sandoe, le ferment pour le jus de canne est composé de farine de riz gluant, de dentelaire, Plumbago rosea, de racines de Edicium gracile et de Glycyrrhiza glabra, et de notamment bien d'autres plantes inconnues. Alors, je tire ces informations notamment de Lucien Bernot dans sa monographie sur les Marma ou Mogd parue en 1967. Les Khmers, comme les Djaouis et les Malais, préparent surtout du caramel de palme et réservent une part seulement de leur collecte de jus à la préparation de bière de palme. Pour cela, 2 grands pots de jus bouilli et tamisé sont versés dans une jarre d'une 30aine de litres. On y ajoute un morceau de pétiole de borassus et 1 ou 2 racines non identifiées par les ethnobotanistes spécialistes du Cambodge. Puis, après 24 heures de fermentation, pour l'aromatiser, on y verse une poudre faite de poivre à longs fruits, de poivre noir et de poivre sauvage, de gingembre et de cardamome. Le mot ragi, d'origine hindoustani, noté ragi par les musulmans du Décan et kafir en tamil, dérive du sanskrit raga, qui veut dire rouge, et désigne à l'origine un grain rougeâtre, et le zine Coracanna gert ou Sinosaurus coracanus linné, d'après Hobson Jobson en 1886. Les Djaouis désignent tous les types de ferments qu'ils peuvent utiliser du terme ragi. Les Djaouis qui sont les Malais du sud de la Thaïlande, les musulmans du sud de la Thaïlande. Ailleurs, en Afrique de l'Ouest par exemple, on fait de la bière avec les leusines. Les ferments usuels des villageois djaouis sont un mélange bouilli de riz et plantes diverses additionnées d'eau et laissées sécher, et de l'écorce de l'anarcadier ou arbre à noix de cajou, Anarcadium occidental, l'inné qui est une anarcadiacée, apportée d'Amérique tropicale par les Européens à partir du XVIIe. Dans ce dernier cas, le jus de palme frais auquel on a mélangé les morceaux d'écorce de cet arbre est laissé à fermenter une seule nuit dans un récipient fermé et peut être consommé dès le lendemain. Aux Philippines, dans l'île de Palawan, la majorité des habitants et starters animistes consomment de la bière de riz. Pour obtenir ce breuvage, ils utilisent 50% de riz cuit décortiqué et 50% de riz cuit non décortiqué. Mélange qu'ils font cuire doucement et qu'ils saupoudrent de ferment. L'analyse d'un échantillon de levain utilisé a pu mettre en évidence à cet effet le rôle particulier d'un micro-organisme, Rhizopus nigricans, qui était la moisissure usuelle du pin, qui se développe sous forme de filaments dans les sols, sur les fruits et sur les végétaux en décomposition. Toutefois, certains Palawans, suivant une ligne de partage géographique assez nette, consomment essentiellement de l'hydromel. Dans ce cas, ils n'utilisent pas de ferment, les micro-organismes de l'air ambiant suffisent à la fermentation du miel, d'après MacDonald, communication personnelle. À propos de gâteaux rituels, qui sont des marqueurs d'archéologie alimentaire, les témoins de boissons disparues, chez les Djaouis, la bière de riz Tourbua
en diaoui, tuak beras en malais, étaient encore fabriqués et consommés par eux jusque dans les années 1970. Et l'on peut imaginer, il faudrait le vérifier dans la littérature, que ce fut aussi probablement le cas chez les Malais antérieurement. Cette boisson fermentée est en tout cas désormais prohibée chez les Jawi en raison d'un renouveau de l'islam appliqué de façon assez rigoriste selon le canon arabe depuis les années 1990 et chez les Malais 1 ou 2 décennies avant eux. Il n'en reste comme témoin que les gâteaux fermentés nommés tapais chez les Jawi et tapai chez les Malais et les Indonésiens de Java. Ces gâteaux apparaissent à cet égard comme une survivance de la production révolue de bière de riz, voire d'alcool de riz, arobra en diaoui, arak beras en malais, bra ou bra, désignant les grains de riz décortiqués et blanchis mais crus. Le fond des jarres à bière de riz, quasi vide après dégustation du liquide alcoolisé, contenait en effet un mou de riz gluant, fermenté et sucré. La disparition de la bière de riz chez les Malais péninsulaires s'est faite lentement, sans doute des décennies, sinon des siècles, après l'arrivée de l'islam dans la région à partir du fin du XIVe. On buvait encore de la bière de riz à Patani dans les années 70, peut-être même après. Ce qui n'a pas disparu, ce sont les friandises dont raffolent les enfants et les plus âgés, confectionnées avec ce riz fermenté restant dans le fond des jarres à bière, mêlé de sucre, enveloppé dans une feuille et laissé à fermenter, puis enveloppé par portions dans un morceau de feuilles de bananier qui n'altère pas le goût des préparations culinaires. Cette friandise est faite d'une portion de riz gluant cuite à la vapeur et additionnée de caramel de palme, parfois d'un peu de coco râpé, et d'une levure, donc ragi en diaoui en malais. Les Malais et les Jawi continuaient à fabriquer ces friandises appréciées des petits comme des grands les jours de fête et lors des cérémonies et des festins collectifs. Si autrefois ces friandises étaient toutes prêtes car le riz gluant du fond des jarres à bière de riz était déjà fermenté, aujourd'hui il faut les faire fermenter exprès à l'aide d'un ferment puisqu'on ne fait plus de bière de riz. Si la levure est désormais achetée au marché, elle était jadis fabriquée sur place. Le ferment usuel des Jawi et des Malais était nommé ragi, quelle que soit sa composition. Il consistait en un mélange bouilli autrefois de riz et de plantes diverses, dont ces fameux grains d'éleusine, ingrédient principal, additionné d'eau et laissé à sécher. On retrouve là la diversité botanique de la composition du gruit, enfin ce qu'on appelait les gruits d'Europe. C'est un peu la même chose. Au terme de quelques jours de fermentation de ces portions de riz gluant, les Jawi et les Malais obtiennent une friandise fermentée et sucrée, enfin un peu sucrée, très goûteuse et légèrement alcoolisée, qui rappelle un peu par la quantité d'alcool les chocolats contenant un peu d'alcool de cerise proposés aux fêtes de Noël et de fin d'année en France. On retrouve de semblables mignardises dans bien des ailleurs en Asie du Sud-Est. Sans prétendre à un inventaire exhaustif, elles existent parfois sous un nom proche à Sumatra, Java, Kalimantan, c'est-à-dire à Bornéo, aux Philippines, au Cambodge, au Laos et en Thaïlande. Ainsi, les Haweng, peuple dayak de la région des monts Muller au centre de Bornéo, consomment aujourd'hui encore le résidu de riz fermenté restant au fond de la jarre de bière de riz. Une fois celle-ci bue, les Haweng sont des animistes christianisés, ils ne sont pas musulmans. Donc quand ils consomment encore de la jarre de bière de riz, enfin de la bière de riz dans les jarres, et une fois que la jarre est vide, ils consomment ce résidu de riz
fermentée qu'il nomme maintenant tapai à l'indonésienne. Chez les villageois Thaï et Lao de Thaïlande, notamment sur le plateau de Korat, dans le nord-est, de telles friandises nommées khao mak en Thaï, littéralement riz noix d'arec, sont préparées pour les grands événements festifs. Elles consistent en portions de riz gluant, additionnées d'un agent de fermentation et conservées aussi dans un morceau de feuille de bananier qui, neutre, ne modifie pas le goût de la préparation. Au-delà de l'aspect festif et gastronomique, bien que les tapais jawi et les tapai malais soient des aliments culturellement caractéristiques liés à la production et à la consommation de riz, c'est le rôle de témoin historique de ces mignardises qui est intéressant. La fabrication des gâteaux de riz fermentés, tapais chez les Jawi, nommés tapai chez les Malais, apparaît comme les khao mak des Thaï et des Lao, comme une survivance de cette production révolue de bière ou d'alcool de riz. À ce titre, on pourrait en parler comme d'un marqueur archéologique ou historique alimentaire, si ce n'est que le temps remonté n'est sans doute pas si vieux, ne dépassant sans doute pas quelques siècles. Mais il faut compter aussi avec la résilience des pratiques et croyances et avec le maintien et la transmission des traditions millénaires dans ces sociétés verticales régies par la préséance de la seniorité sociale et marquées par l'importance du culte aux ancêtres, ce qui peut aider à faire survivre de telles pratiques bien au-delà des quelques siècles retenus par la seule mémoire orale. Ces mignardises témoignent, en tout cas à mon avis, de l'ancienne habitude alimentaire, culturelle, sociale et festive des sociétés d'Asie du Sud-Est, disparues chez les Malais et en voie de disparition chez les Jawi de Thaïlande, de consommer des boissons fermentées lors des grandes fêtes collectives, en premier lieu la bière faite à partir de riz gluant et aussi la bière à partir de jus de palmier à sucre. Il est très probable que si l'on comparait les deux séries méticuleusement, on trouverait que ce genre de friandises existe là où l'on consomme encore de la bière de riz et inversement. Alors, en conclusion première, d'abord, il semble nécessaire d'établir et de proposer une typologie précise et détaillée des boissons fermentées existantes ou ayant existé dans le monde entier, afin d'aboutir éventuellement à proposer des termes universaux, utilisables sans risque de confusion, au moins sur les plans descriptifs, techniques et scientifiques, plutôt que de privilégier l'inverse en plaçant sur des réalités différentes un vocabulaire exogène approchant, d'ailleurs toujours en langue occidentale, mais souvent erroné ou vecteur d'imprécision et de confusion, comme les mots vin ou bière, pour désigner des produits tropicaux qui leur ressemblent certes, mais sans s'y confondre. Ensuite, pour des raisons mentionnées, cette typologie ne doit pas relever d'une approche synchronique, c'est-à-dire certes comparative, mais sur le seul plan spatial. Elle doit au contraire être résolument chronologique dans une approche diachronique, c'est-à-dire prendre en compte autant que possible les boissons, techniques, savoirs et goûts ou modes du passé, en liaison avec les institutions sociales, mais aussi avec les techniques agricoles, car le type de boisson qui prime n'importe où dépend évidemment du type de produit agricole dominant la région concernée, qu'il s'agisse de fruits, de céréales ou d'autres éléments végétaux ou animaux. L'on produit de la bière au sens strict là où l'orge domine, comme l'on produit du vin là où règnent les vignes, et du cidre là où les pommiers triomphent. De même, on trouve de la boisson fermentée de mil ou de sorgho ou de manioc ou de maïs ou de riz ou de cocotier ou de palmier à sucre ou de fruits selon la dominante agricole ou horticole locale. En conclusion, seconde. Tout d'abord, en ce qui concerne la désignation générale de la boisson fermentée étudiée, il est nécessaire de préciser pour chaque cas, ceci pour le monde entier d'un point de vue spatial et pour l'époque concernée d'un point de vue temporel, s'il s'agit d'une boisson traditionnelle, c'est-à-dire rurale, villageoise, populaire, relevant de la sphère locale et de la tradition orale, ou bien d'une boisson
manufacturées et surtout industrielles. Dans le premier cas, les boissons produites peuvent nous faire remonter à la préhistoire et perdurer actuellement. Dans le second cas, la chronologie est évidemment récente, remontant plus ou moins et au plus loin à la révolution industrielle européenne, remontant au mieux au XVIIIe voire au XIXe siècle. L'épithète traditionnelle ou industrielle doit donc toujours être accolée au terme générique retenu, soit bière, soit vin, soit cidre, soit autre, ce dernier à définir selon des modèles existants ou ayant existé, ou à forger suivant une typologie générale à établir. Ensuite, il faut choisir une base commune pour cette typologie. Celle-ci peut en effet s'appuyer sur les définitions politiques retenues par les États, comme on l'a cité pour les définitions gouvernementales des bières, vins et cidres en France ou en Europe. Elle peut aussi être établie à partir de définitions techniques, types de produits tels que le raisin, l'orge, le sorgho, le riz, le maïs, le manioc, la pêche ou la pomme, ou encore selon leur proportion ou leur degré d'alcool ou titrage alcoométrique, aussi appelé degré alcoolique, défini en chimie comme le rapport entre le volume d'éthanol contenu dans le mélange et le volume total du mélange à la température de 20 degrés Celsius. Elle peut enfin être fondée sur des définitions culturelles issues de techniques et produits locaux, en proposant par exemple des termes non plus issus des langues occidentales mais de langues exotiques à l'Europe, comme la chicha des Andes, le dolo du Mali, le toak malais, la cervoise celte, le sato siamois et lao, le toddy de Sri Lanka, le saté japonais, entre autres exemples. Ceci non pas par contrition et repentir post-colonial, ou suivant la tendance wokiste à la mode, mais pour se rapprocher au mieux des spécificités techniques propres aux boissons traditionnelles anciennes ou modernes, en opposition aux boissons industrialisées modernes qui camouflent une grande part de la complexité originale des premières par la standardisation, la mondialisation et donc l'uniformisation de leurs procédés et goûts. Un énorme travail comparatif et de recherche diachronique interdisciplinaire reste donc à faire, mais c'est probablement impératif au bénéfice de tous, en premier lieu de nos disciplines, pour servir la clarté des propos et la lecture du public, quel qu'il soit, consommateur ou décideur. Je vous remercie.